Bienvenue sur votre chaîne École du Futur, c'est Moussa Diallo. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de continuer avec vous la correction de la composition de SVT du premier semestre, la composition standardisée des lycées qui se trouvent dans la circonscription de l'IA de Pikine-Guédiawaye. Si vous voulez vous procurer de l'épreuve pour essayer de la traiter, vous pouvez cliquer sur le premier lien qui se trouve dans la description. Si également vous n'avez pas eu l'occasion de voir la première vidéo qu'on avait tournée et qui concernait la correction du premier exercice, vous pouvez toujours cliquer sur le deuxième lien qui se trouve dans la description. Voilà, donc cette épreuve de SVT, c'était une composition de 4 heures de temps et qui était composée de 3 exercices. Donc nous avions commencé à traiter le premier exercice, c'était une vidéo. Pour ce deuxième exercice, on va lui consacrer également une vidéo. Et enfin, pour le troisième et dernier exercice, on lui consacrera une prochaine vidéo. C'est bon? Donc, sans plus tarder, on va démarrer la lecture de l'exercice numéro 2. Au retour des vacances de premier semestre, ton professeur de SVT organise une révision sur le comportement moteur. Il utilise la flexion de la jambe suite au pincement de l'orteil comme exemple de comportement moteur qui fait intervenir deux muscles antagonistes, le quadriceps et le semi-tendineux. Il te désigne pour expliquer le mécanisme nerveux responsable de ce comportement. Les documents 1, 2 et 3 sont mis à ta disposition. Document 1. Effet du pincement de l'orteil. Un sujet éveillé, assis sur un tabouret, les jambes pendantes et pincé au niveau d'un orteil du pied gauche. Il fléchit brusquement la jambe gauche, voir figure 1 ci-dessous. À chaque nouveau pincement, la réaction est la même. La lésion de la partie inférieure de la moelle épinière ou la section du nerf sciatique entraîne une disparition de la flexion de la jambe provoquée par le pincement de l'orteil. Document 2. Activité électrique du quadriceps et du semi-tendineux. L'évolution de l'activité électrique du quadriceps et du semi-tendineux suite au pincement d'un orteil du pied gauche comme les résultats ci-dessous. Document 3. Activité électrique des motoneurones liés au quadriceps et au semi-tendineux suite à la stimulation du neurone afférent. On utilise le dispositif expérimental de la figure 2. M1 et M2 sont des motoneurones innervant respectivement le quadriceps et le semi-tendineux. O1 et O2 sont des oscilloscopes placés respectivement dans les corps cellulaires M1 et M2. On porte des stimulations efficaces, isolées ou rapprochées sur l'axone du neurone afférent impliqué dans la réaction. Les résultats obtenus sont indiqués sur la figure 3. Consigne: utilise les documents et tes connaissances afin, petit 1, d'identifier les structures anatomiques impliquées dans la réalisation obtenue suite au pincement de l'orteil. Deuxième question: d'expliquer le mécanisme nerveux responsable de la coordination des muscles antagonistes. Troisième et dernière question: de représenter par un schéma de synthèse le circuit neuronique montrant l'ensemble des structures anatomiques impliquées dans ce comportement. Donc, chers élèves, nous allons démarrer maintenant la correction. Mais bien avant ça, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore déjà fait. Identifier les structures anatomiques impliquées dans la réaction obtenue suite au pincement de l'orteil. Alors, chers élèves, pour répondre à cette question, il faut partir de cette phrase qui est dans le texte. Il dit: il utilise la flexion de la jambe suite au pincement de l'orteil comme exemple de comportement moteur qui fait intervenir deux muscles antagonistes. Donc, chers élèves, vous savez que
la réaction, la flexion de la jambe est un acte réflexe. C'est un acte réflexe. Et comme vous le savez, il y a 5 temps pour un réflexe. Autrement dit, il y a 5 éléments qui interviennent lors de la réalisation d'un acte réflexe. Quels sont ces 5 éléments? Ça, c'est une connaissance que vous avez du cours. Donc, premièrement, pour qu'il y ait un acte réflexe, il faut au préalable qu'il y ait en réalité un récepteur sensoriel sur lequel doit agir le stimulus. À la suite de ça, il doit y avoir un nerf sensitif. Puis il doit y avoir un centre nerveux. Et il doit y avoir également, à partir de ce centre nerveux, il doit y avoir un nerf moteur. Et enfin, il doit y avoir un organe effecteur. Donc voici les 5 temps d'un acte réflexe. Et puisque ici nous avons un acte réflexe, la question dit d'identifier les structures anatomiques impliquées. Maintenant, dans ce cas-là, vous devez vous baser des données que vous avez, c'est-à-dire vous devez vous baser des informations qui sont dans le document pour essayer de donner les éléments que je viens de citer. Les éléments que je viens de citer sont des éléments qui doivent faire partie de la réalisation, qui doivent être impliqués dans la réalisation d'un acte réflexe. Ça, c'est une connaissance qui est dans votre cours. Mais il ne suffit pas de venir et de réciter ça textuellement à ce niveau-là. Il faut toujours essayer d'être dans le contexte de l'exercice. C'est-à-dire, quand vous donnez ces 5 éléments-là, vous devez partir au mieux. Vous devez toujours utiliser les informations qui sont dans le texte pour dire que voici les éléments qui sont impliqués dans la réalisation de cet acte réflexe. Je rappelle que la plupart des élèves en SVT, ils apprennent leurs leçons, mais ils ont des difficultés à lier les connaissances qu'ils ont à partir de la leçon et des informations qu'on leur fournit au niveau des documents qui sont dans les exercices. Donc c'est à ce niveau-là que se situe le problème. Et pour répondre ici à notre question, nous allons lire le document, puis on va sortir un à un ces éléments que nous avons cités. Donc, voici ce que dit l'exercice. Un sujet éveillé, assis sur un tabouret, les jambes pendantes et pincées au niveau d'un orteil du pied gauche. Donc ici, il faut d'abord relever le stimulus. Ici, le stimulus, comme vous le voyez sur le schéma, c'est la pince. Donc c'est le pincement qui représente le stimulus. Le pincement agit sur quoi? On vous dit est pincé au niveau d'un orteil. Donc le récepteur, c'est la peau qui tapisse ici les orteils. Vous avez retrouvé le premier élément, c'est quoi? C'est les terminaisons nerveuses de la peau qui tapissent en réalité l'orteil. Donc le récepteur sensoriel ici, c'est la peau. Maintenant, nous devons déterminer le nerf moteur, le nerf sensitif et également le centre nerveux qui commande ce mouvement. Et pour cela, on va lire la phrase là. Écoutez, on vous dit la lésion de la partie inférieure de la moelle épinière ou la section du nerf sciatique entraîne une disparition de la flexion de la jambe. Cela signifie que cet acte réflexe disparaît si la partie inférieure de la moelle épinière ou la section du nerf sciatique avait lieu. Cela signifie que la moelle épinière et le nerf sciatique sont indispensables à la réalisation de cet acte réflexe. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que le nerf sensitif, ici, c'est le nerf sciatique. Ce sont les fibres du nerf sciatique qui représentent le nerf sensitif. Le centre nerveux, c'est la moelle épinière. Le nerf moteur, c'est en réalité ici, le nerf moteur, c'est toujours le nerf sciatique. Car vous savez que le nerf sciatique est un nerf mixte. Il est à la fois sensitif et moteur. Il contient à la fois des fibres sensitives et des fibres motrices. Donc, il reste quoi? Il reste maintenant à déterminer en réalité l'organe effecteur. Et pour cela,
il faut lire la phrase qui dit « Il fléchit brusquement la jambe gauche ». Donc la flexion est réalisée par les muscles de la jambe gauche. Et ces muscles-là, c'est le quadriceps et le semi-tendineux, comme le montre la figure 1. En résumé, les différents éléments impliqués dans la réalisation de cet acte réflexe sont la peau qui est au niveau des orteils, le nerf sensitif, les fibres nerveuses sensitives du nerf sciatique, la moelle épinière, les fibres motrices du nerf sciatique et enfin, vous avez les muscles de la jambe. Donc, voici les différents éléments impliqués dans la réalisation de cet acte réflexe. Maintenant, nous allons passer à la deuxième question. Voilà, pour répondre à la deuxième question, nous allons simplement nous baser du document 2. Le document 2 montre l'évolution de l'activité électrique du quadriceps et du semi-tendineux suite au pincement d'un orteil du pied gauche avec les résultats que vous voyez à ce niveau-là. Vous voyez bien que à la suite de la stimulation de l'orteil, vous voyez que la fréquence des potentiels d'action au niveau du semi-tendineux est plus importante que celle du quadriceps. Cela signifie quoi? Qu'après la stimulation, le semi-tendineux est stimulé et activé et le quadriceps est inhibé. C'est ça que cela signifie. En termes simples, cela signifie que lorsque la stimulation a lieu, le semi-tendineux se contracte et le quadriceps se relâche. Parce que ce que vous voyez là, ces trains de potentiel d'action là, en réalité, c'est le courant biologique qui circule à ce niveau-là. Il matérialise la fréquence de la circulation du courant biologique à la suite de la stimulation. Cela signifie quoi? Que ces deux muscles-là, on vous a même dit que c'est des muscles antagonistes. Si l'un se contracte, l'autre se relâche et vice-versa. Donc, ici, quand la stimulation a eu lieu, il y a eu la naissance d'un potentiel, il y a eu la naissance d'un message nerveux. Ce message nerveux-là a emprunté la voie afférente. Mais quand le message nerveux a quitté, le message nerveux moteur a quitté en réalité le centre nerveux, nous avions dit que le centre nerveux ici, c'est la moelle épinière. Il y a eu deux natures de messages nerveux qui ont quitté la moelle épinière. L'un des messages, il portait un message nerveux moteur excitateur. Et c'est lui qui est allé exciter le semi-tendineux. C'est pourquoi vous voyez que ici la fréquence des potentiels d'action à ce niveau-là est plus importante. Parce que le semi-tendineux a été stimulé, donc il va se contracter. Par contre, le deuxième message nerveux qui a quitté la moelle épinière est un message nerveux de nature inhibitrice. Voilà pourquoi vous voyez que la fréquence des potentiels d'action qui circulent au niveau du quadriceps est faible. Cela matérialise en réalité une inhibition. Parce que ces deux muscles-là, étant des muscles antagonistes, si l'un se contracte, l'autre se relâche. C'est bon? Donc, c'est cette coordination-là qui a lieu ici. Maintenant, dans la suite, nous allons voir comment la moelle épinière parvient à réceptionner un message nerveux sensitif, puis à donner deux ordres différents, c'est-à-dire à pouvoir en même temps commander une contraction et un relâchement. C'est ça que nous allons voir dans la suite. C'est ce qui permet d'expliquer cette relation-là. C'est bon? Voilà. Et pour expliquer cela, nous allons nous baser de la figure 2 qui dit que on utilise le dispositif expérimental de la figure 2. M1 et M2 sont des motoneurones. Donc, c'est des neurones en réalité moteurs. Des motoneurones innervant respectivement le quadriceps. Cela signifie que le M1 innerve le quadriceps. Ça veut dire qu'il fait une jonction, une plaque motrice avec le quadriceps. Le M2 fait une plaque motrice également
c'est lui qui va innerver le semi-tendineux. Donc M1, c'est lui qui va aller commander le relâchement. M2, c'est lui qui doit aller en réalité commander la contraction. Donc, comme nous venons de le dire, le M2, il doit aller activer le semi-tendineux et le M1 doit aller inhiber le quadriceps. O1 et O2 sont deux oscilloscopes placés respectivement sur les corps cellulaires de M1 et de M2. On porte des stimulations efficaces isolées ou rapprochées sur l'axone du neurone afférent impliqué dans la réalisation les résultats obtenus sont indiqués sur la figure 3. Donc nous allons essayer d'analyser d'abord le document de la figure 3. Observez bien, on vous dit, regardez, une stimulation efficace isolée de l'axone du neurone afférent engendre un potentiel de repos au niveau de l'oscilloscope O1, un potentiel de repos également au niveau de l'oscilloscope O2. Et pourtant, la stimulation était efficace. Donc, cela signifie que l'information nerveuse n'a pas été transmise. Ici, l'information nerveuse n'a pas été transmise du neurone afférent au motoneurone M1 et M2. C'est ce qui explique que vous avez en réalité à la fois au niveau de l'oscilloscope O1 qu'au niveau de l'oscilloscope O2 deux potentiels de repos. Par contre, regardez, deux stimulations efficaces et rapprochées de l'axone du neurone afférent engendrent au niveau de O1 une hyperpolarisation. Alors que il engendre au niveau de O2 en réalité une dépolarisation, ou bien on va dire un potentiel postsynaptique excitateur au niveau de O2 et un potentiel postsynaptique inhibiteur au niveau de O1. C'est bon? Et nous avions dit que O1 se trouve au niveau de l'axone de M1 et que c'est le M1 qui va aller inhiber le quadriceps. Le M2, c'est lui qui doit aller exciter le semi-tendineux. Ce qui signifie que, ici, en réalité, l'information nerveuse n'est pas transmise directement au motoneurone M1 et M2. Car, quand on avait stimulé seulement, avec une seule stimulation efficace, on avait obtenu des potentiels de repos, à la fois au niveau de M1, de O1 que de O2. Donc, ce qui laisse penser qu'en réalité, il doit exister deux interneurones. Un interneurone excitateur entre le neurone afférent et le motoneurone M1. Mais également un autre interneurone inhibiteur entre le neurone afférent et le motoneurone M2. L'influx nerveux sensitif est alors transmis par le neurone afférent. Mais il a une double action, en effet. Il a une double action parce qu'il doit aller inhiber et exciter. Ici, pour le faire, il doit utiliser les deux interneurones. Donc, le neurone afférent, ce qu'il va faire, c'est quoi? Il va faire deux synapses ici, à ce niveau-là. Il va faire deux synapses. La première synapse, ce sera, il va faire une double synapse avec chaque. Ainsi donc, l'intervention de ces deux interneurones va faire que dans la substance grise, nous allons avoir 4 synapses. Nous allons avoir une synapse entre le neurone afférent et l'interneurone, mais également l'interneurone et le M1, le motoneurone M1. De même que, d'autre part, nous allons avoir également une synapse entre le neurone afférent et l'interneurone 2, d'une part, mais également cet interneurone-là avec le M2, ce qui fera qu'on va pouvoir avoir 4 synapses à l'intérieur de la substance grise. Donc, cet interneurone-là, le neurone afférent, il va activer le motoneurone M1 relié au semi-tendineux par l'intermédiaire de cet interneurone excitateur. C'est ce qui va provoquer la contraction du semi-tendineux. Le neurone afférent va également inhiber le motoneurone M2.
qui est relié au quadriceps. Cette fois-ci, ce sera par l'intermédiaire du deuxième interneurone inhibiteur. Donc, la contraction du semi-tendineux et le relâchement du quadriceps, c'est ce qui permet d'expliquer en réalité la coordination des muscles antagonistes. Et vous avez plusieurs catégories de muscles antagonistes. Donc, à ce niveau-là, il faut éviter de penser qu'ici, vous devez faire le réflexe myotatique. Ici, c'est un peu différent du réflexe myotatique. Parce que souvenez-vous, si c'était le réflexe myotatique, on n'aurait eu qu'une seule synapse. Et dans ce cas, ce serait le muscle qui va être excité, le même muscle qui va se contracter. Or, ici, regardez les muscles qui sont contractés, c'est le muscle semi-tendineux et le muscle qui s'est relâché, c'est le muscle du quadriceps. Donc, or, c'est pas ces muscles-là, c'est pas au niveau de ces muscles-là qu'on a pincé. C'est pas au niveau de ces muscles-là qu'on a pratiqué la stimulation. La plupart des élèves ont fait l'arc réflexe qui concernait en réalité l'arc réflexe d'un réflexe myotatique. Souvenez-vous, pour le cas du réflexe myotatique, ce sera même le même muscle qui va être stimulé, c'est ce même muscle-là qui va s'étirer. Or, ici, il y a une différence entre l'endroit où la stimulation a été appliquée et les organes effecteurs qui ont réalisé le mouvement. En effet, c'est la peau qui se trouve au niveau de l'orteil qui a été stimulée. Par contre, la contraction, c'est le semi-tendineux et le relâchement, c'est le quadriceps qui se trouve au niveau du muscle de la jambe. Donc ici, il n'est pas question de penser aucunement au réflexe myotatique. C'est bon? Donc ici, c'est des muscles antagonistes, mais ce n'est pas le réflexe myotatique. Ce qui va nous permettre de répondre à la dernière question en réalisant en réalité ici de représenter les schémas de synthèse des circuits neuroniques. Ici, nous allons faire un schéma qui va dégager l'ensemble des questions, c'est-à-dire de montrer les 5 éléments impliqués dans la réalisation d'un acte réflexe et nous allons faire le schéma comme celui-là. Un schéma comparable en réalité au schéma d'un réflexe myotatique inverse d'un arc réflexe. L'arc réflexe qu'on doit réaliser ici doit être comparable à celui d'un qui explique l'arc réflexe myotatique inverse. Même si ce n'est pas ici, je précise que nous n'avons pas un réflexe myotatique inverse. Nous avons ici un réflexe achilléen, il n'est pas myotatique inverse, mais quand même, ici, l'arc réflexe que vous devez représenter doit être le même que lorsque vous devez représenter un arc réflexe pour le cas des réflexes myotatiques inverses. Ainsi, chers élèves, c'est la fin de la vidéo. Merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. N'oubliez pas d'activer également la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Merci et à très bientôt.